Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce HDQ. On est ravis de vous recevoir sur notre plateau. Je suis aujourd'hui accompagné d'Olivier Martoc. Bonjour Sylvain. Bonjour Olivier, journaliste à Marseille entre autres. Aujourd'hui on va recevoir dans ce très beau théâtre de la Criée à Marseille, Michael Bodegas. Alors Michael Bodegas, c'est intéressant parce que c'est rare pour Héros du quotidien. C'est un sportif de haut niveau, il fait du water-polo. Et pourquoi avoir choisi comme héros du quotidien un sportif ? Parce qu'en fait, Michael, il a déjà un parcours un peu atypique au niveau des sportifs. Il est déjà sur un sport qui est peu connu, mais qui est un sport qui est très très accessible pour les territoires qui sont entourés d'eau. Et ça, c'est un vrai enjeu d'amener des gens à aller faire ce sport et d'aller voir ce sport. C'est un sport qui est olympique, on y est cette année. Donc on va défendre une médaille et lui-même va défendre sa médaille. Et en plus, il est passé par d'autres pays. Il aide à accompagner les enfants dans les écoles. Il est déjà champion olympique avec l'Italie. Oui, fait rare, il va jouer maintenant pour l'équipe de France. Parce qu'il a la double nationalité. Et donc on est ravis de le recevoir aujourd'hui pour ce héros du quotidien, pour parler un petit peu différemment de ce qu'est le sport et de comment le sport se prépare et comment l'après-sport se prépare aussi. Et ce sport, c'est le water-polo. Exactement. On se retrouve tout de suite sur Héros du quotidien. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, donc, je suis avec Olivier Martoc, journaliste, et on reçoit Michael Bodegas. Michael, tu es joueur de water-polo professionnel. Tu joues au CNM et tu fais partie de notre équipe olympique. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune devient un athlète comme toi ? Alors ça, c'est une question bien plus profonde que la performance en elle-même. Mais je pense que c'est de savoir pourquoi tu fais les choses, déjà. Ça, c'est la première question. Au départ, quand tu commences, c'est sûrement une histoire de camaraderie. Moi, j'ai grandi ici à Marseille, dans les quartiers populaires entre Noailles et l'Opéra. Et mon terrain de jeu, ça a toujours été, à partir d'avril, la mer et la côte, voilà, Corniche, tout ça. Donc ça, pour moi, ça a toujours été le milieu aquatique. Je me suis essayé à tous les sports. Et je pense que j'ai adhéré à un sport avec des valeurs auxquelles moi j'adhérais aussi, même sans savoir vraiment ce qu'était la cohésion, l'esprit de travail et ces choses-là. Et ensuite, un peu de talent, un peu de chance, des parents qui t'accompagnent, des encadrants avec qui tu t'entends bien et tu arrives à faire un jeune performant et qui a envie, voilà, tout simplement. Et tu n'as pas joué que ici, parce que tu as eu un parcours où tu as joué beaucoup aussi à l'étranger. Oui. Tu as joué en Italie. Exactement. Tu as même la double nationalité. Oui. Tu as joué pour l'Italie. Oui, aussi, oui. Tu as été champion du monde avec l'Italie. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Comment tu reviens maintenant à te dire, en fait, maintenant j'ai envie de jouer pour l'équipe de France et j'ai envie de changer de parcours, en tout cas de trajectoire dans cette nationalité sportive ? On va dire que c'est un choix naturel. Moi, j'arrive sur ma fin de ma carrière, j'ai 36 ans. 36 ans, c'est quand même avancé dans le sport de haut niveau. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des athlètes qui perdurent un peu dans le temps et parce qu'on fait attention à nous, parce que voilà, il y a un staff qui est plus complet. L'expliquer, en fait, je suis persuadé que l'émotion ressentie de fait de jouer à la maison avec l'équipe de France sera décuplé par rapport à la médaille olympique que j'ai pu obtenir à Rio avec l'Italie. Après, le choix de pourquoi l'Italie, c'est parce que j'avais une grand-mère italienne et qu'à l'époque, la Fédération française de natation ne donnait pas les moyens à l'équipe de France. Elle était beaucoup concentrée sur la natation parce qu'il y avait des grands noms, une grosse génération. Marseillais. Marseillais, évidemment. Et après, le cerf des nageurs, c'est quelque chose d'à part, mais c'est vrai que l'équipe de France m'a pas donné, voilà, j'arrivais à un plafond de verre, on va dire, et je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai pensé déjà à mon après-carrière. T'as pas fait qu'essayer, t'as réussi. Oui, j'ai réussi. Ouais. Après, c'est aussi un peu de chance, c'est du travail. Et à la fin, on parle souvent de sacrifice, mais c'est plus des choix en fait. C'est des choix. Voilà, j'ai abandonné, on va dire, j'ai laissé de côté ma ville, mon pays, des amis d'enfance avec qui j'avais évolué. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une médaille olympique, mais c'est vrai qu'avec un pays qui n'est peut-être pas mon pays formateur, mais maintenant, je ramène mon bagage et mon expérience à l'équipe de France pour vivre cette dernière émotion et surtout la partager avec les gens qui nous accompagneront. Alors un petit mot sur ce sport, le water-polo. C'est exigeant, c'est fatigant, c'est difficile.
Il faut raconter un peu ce que c'est, hein. C'est-à-dire que c'est de la natation à un très nouveau et à une densité alors maximale. Oui, alors le water polo, c'est considéré, ça a été par un magazine américain, j'ai oublié le nom, comme le sport le plus difficile à jouer. Parce que il y a l'aspect physique évidemment, il y a beaucoup de contacts comme dans le rugby, il y a l'aspect tactique. L'objectif, un peu comme le hand. Voilà, on peut le comparer au handball dans l'eau. Donc il y a cet aspect-là. Et après, ça reste dans l'eau. Donc il faut savoir bien nager, se débrouiller. Et tout ce qui se passe sous l'eau non plus n'est pas très catholique. Donc c'est vrai que ça reste un sport peut-être un peu méconnu, mais les gens qui l'approchent et qui viennent le voir sont stupéfaits et ils ressortent toujours ravis d'avoir essayé ce sport. Ouais. Après, d'après moi, c'est comme quand je fais le tour des écoles, et je pense qu'on en parlera plus tard, quand je demande aux enfants, est-ce que vous savez ce que c'est le water polo? Tous me disent non, on ne sait pas, on n'a jamais fait, il y en a quelques-uns qui ont entendu. Et en fait, ils se rendent compte qu'à partir du moment où on joue avec un ballon dans l'eau ou dans la mer, ben c'est le water polo. À la plage, on prend un ballon, on est à la plage, on se fait des passes au volley. C'est le seul sport en fait qui se joue collectivement avec un ballon et dans l'eau. Donc pratiquement tout le monde a joué une fois dans sa vie au water polo. Et donc tu disais que tu allais à la rencontre des enfants, donc on va parler maintenant. Oui, oui, oui. Comment ça se passe ça? Comment tu vas toi-même, tu te rends dans des établissements scolaires ou c'est dans le cadre du CNM, il y a des gens il y a des scolaires qui viennent, ouais. Il y a pas mal de conventions en fait ou de partenariats entre le Cercle des nageurs et des écoles de la ville de Marseille. Après il y a des écoles aussi indépendamment qui me contactent parce qu'ils ont surtout cette année avec le thème olympique, il y a beaucoup de demandes d'athlètes olympiques et ils ne sont pas tous disponibles sur Marseille. Et moi, c'est un plaisir. Et maintenant, j'ai même un message qui est rodé. Donc, vraiment, c'est vraiment... Pour les enfants, tu veux dire? Pour les enfants, vraiment, c'est assez facile. Et moi, cette interaction-là, étant père de famille et de pouvoir faire découvrir un sport, enfin, le sport déjà, et ensuite un sport en particulier, le water polo, qui à Marseille, quand même, au niveau local, est quand même assez reconnu. On est quand même aussi la deuxième équipe championne d'Europe derrière l'OM en football. Et en fait, c'est vrai que le message, c'est d'abord assez ludique, de savoir qui sait nager, qui aime nager. Ce sont des questions qui sont importantes aussi au niveau santé et aussi au niveau sécurité. Et ça, c'est vraiment le parallèle et le pont que le Cercle des nageurs et les institutions arrivent à faire avec les athlètes. C'est de pouvoir amener les enfants vers la piscine, vers la découverte de ce sport, de la natation. Et moi, c'est un plaisir pour moi d'être un ambassadeur de... Et justement, sur ta question, le qui sait nager, tu vois, j'imagine, des grosses lacunes? Il y a des grosses lacunes. Après, il y a le savoir nager et vraiment le savoir nager. Le survivre dans l'eau. Et le survivre dans l'eau. Donc c'est complètement différent. Donc c'est vrai que en étant joueur de water polo, on a une autre approche de la natation pour nous, comme les joueurs de foot. Pour un joueur de foot, courir et faire du foncier, ça nous embête, voilà, à tous. Donc toi, faire des longueurs? Faire des longueurs, ça nous embête. Ce qui nous vaut, nous, c'est la balle. C'est comme à Marineland quand on envoie un ballon au dauphin et qu'ils se font des passes. Nous, on est heureux là. Donc ce côté ludique-là, pour nous, c'est la vérité. C'est ça que tu dis aux enfants? Oui. Mais imaginez-vous, en fait, c'est ça, en fait, le côté ludique du water polo, il est beaucoup plus amusant. Enfin, c'est beaucoup plus amusant pour un enfant d'avoir un objectif de marquer des buts, de faire des passes, que d'apprendre à bien tourner le bras. Donc c'est vrai, quand tu parles de survie, le mouvement phare du joueur de water polo, c'est le rétropédalage et c'est le mouvement qui est utilisé chez les sauveteurs. Donc c'est vrai que c'est celui qui te rend le plus stable et qui peut aussi te permettre d'aider quelqu'un. Donc voilà, c'est ce genre de message. Ça reste ludique et voilà, on parle des règles du jeu et on montre quelques photos, quelques vidéos les plus soft de notre sport et voilà, pour leur donner envie de découvrir et de nous suivre cet été aussi. Il n'y a pas de photos sous l'eau de toute façon. Il n'y a pas trop de photos sous l'eau, mais il y a des caméras sous l'eau. Ouais, sur les grosses compétitions, ça fait 4-5 ans. Là. Il y a la VAR, quoi. Il y a la VAR, il faut faire attention. Avec les arbitres qui surveillent et qui reviennent sur des fautes? À partir du moment où il y a quelqu'un qui se plaint un peu et que voilà, ils vont aller contrôler parce que, mine de rien, l'arbitre a sa propre interprétation des mouvements, mais c'est assez visible quand même. L'eau, ça reste transparent. Donc, Sur le métier de water poloiste, donc professionnel, alors déjà, ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'on peut être professionnel, mais on n'est pas aussi bien payé que les joueurs de l'OM. Et après ça, la reconversion, justement, comment est-ce qu'on peut l'amorcer?
Tout dépend du profil du joueur, les intérêts. Il y a beaucoup de joueurs qui ont cet intérêt et cette vocation à vouloir enseigner et transmettre leur passion et ce qui les a fait vivre pendant des années. Il y en a qui vont être peut-être plus orientés vers la sécurité, l'être nageur. Tout dépend du profil et des ambitions personnelles aussi. Moi, j'ai eu la chance aussi de voyager, donc mes ambitions personnelles et mes caractéristiques, elles sont différentes d'un autre. Pour parler de moi vraiment, ce qui me plaît, c'est de toucher à tout. J'aime la musique, j'ai eu un bar au cours Julien dans lequel j'avais un studio de musique, j'avais une galerie d'art à l'intérieur. Donc moi, j'ai essayé de toucher à tout. Et justement, quand je suis arrivé à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai la possibilité de tout faire, pourquoi pas aller tenter quelque chose à l'étranger, justement pour finir ma carrière, parce qu'elle finira plus tôt qu'une carrière professionnelle. Ouais. Et donc, du coup, vraiment, la reconversion, c'est une question super importante pour le sportif. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais c'est vrai que moi, je vois les générations d'avant, ils sont tous pratiquement condamnés à rester dans le monde de la piscine parce qu'on s'entraîne 4 à 6 heures par jour. Donc, arriver à coupler ça avec des études dans les grandes écoles, c'est assez compliqué. Donc maintenant, ça commence un peu à se démocratiser. Il y a des aides de l'État avec l'Agence nationale du sport, les fédérations aussi qui s'y penchent. Mais c'est vraiment l'athlète lui-même à faire cet effort extra, justement, parce que comme tu disais avant, on n'est pas des joueurs de foot, on doit penser à l'après. On vit bien par rapport au seuil et à la moyenne des Français, mais à 35 ans, ça s'arrête. Et on n'a pas un patrimoine de folie, et donc il faut penser à l'après. Voilà. Et tu parlais, donc on a parlé des enfants, mais tu as parlé de tes enfants aussi. Être athlète de haut niveau, c'est beaucoup d'engagement. Pour ton cas, une fois qu'on est à un certain niveau, c'est beaucoup de voyages aussi, parce qu'il y a les matchs européens, les matchs mondiaux, etc. etc. Ça veut dire beaucoup de soutien en dehors. Je pense à ta compagne, évidemment, mais je pense à tes amis, etc. Comment tu arrives on va dire, à trouver cet équilibre malgré tout, ou à construire ta carrière en ayant tout ça autour de toi, ce bagage, les personnes. Enfin, ça nécessite d'être suivi quand même. En fait, plus le temps passe et plus en fait c'est pas le sport en lui-même qui est fatigant. En fait, c'est de retrouver la motivation Quand mon premier enfant Mathis est né, ça a été mon moteur justement, ça a été un deuxième souffle pour lui montrer un peu mon sport, pour lui montrer que papa était bon. J'ai eu la chance de trouver la femme de ma vie qui m'accompagnait et justement qui a accepté, elle, de passer d'Ibiza, là où elle vivait, parce qu'elle est espagnole, à Portofino, Recco, qui est un petit village de 10 000 habitants en Italie, avec 4 ans à me suivre, voilà, au déplacement. Donc ça, c'est... Marseille maintenant ? Oui, Marseille maintenant, bon, ça reste à la maison. On est passé par Barcelone aussi, qui est sympa. Ça aussi, c'est la chance du sportif de pouvoir voyager. Mais de concilier les deux, c'est compliqué, mais en même temps, ça donne une force, parce que de voir la fierté dans les yeux de tes enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est eux qui te poussent et qui te donnent l'envie. Et je les vois aujourd'hui, quand ils viennent, quand ils rentrent à la maison, ils prennent un ballon dans la main, ils se font leur match entre eux. Donc pour moi, j'essaie de couper un peu, d'être à la maison, de jouer à autre chose, mais c'est vrai que j'ai pas le choix. Ils sont là avec les bonnets, les maillots. Et ils ont envie, eux, ouais. Et ils ont envie aussi. Donc, mais c'est un plaisir pour moi déjà qu'ils aient cette passion. Cette passion, mais surtout les valeurs du sport. Voilà, pour moi, c'est le plus important. J'ai le grand qui fait du foot, il veut faire du water polo, du judo, de la danse. C'est pas un souci pour moi. C'est l'esprit que le sport peut lui apporter. Ouais. Et ça, tu crois que tu disais, toi, t'as grandi ici, dans des quartiers populaires, on va dire. C'est en rencontrant ces valeurs du sport que tu penses que tu as pu prendre, par exemple, un chemin que d'autres n'ont pas pris. Qu'est-ce qui t'a amené justement à concevoir un petit peu cette performance, en tout cas comme les valeurs du sport étant le vecteur de ta propre performance. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Le sport, il peut être vécu de différentes façons. Par exemple, le monde du football, mon petit frère l'a côtoyé, c'est quelque chose, en catégorie jeune, c'est assez compliqué. Les parents avec les arbitres, la concurrence dans la même équipe. Donc après, tu vas prendre le judo, c'est autre chose. C'est d'autres valeurs. Mais c'est surtout le goût de l'effort et ce côté collectif. Vraiment, le football, je le mets à part parce que c'est quelque chose de tellement populaire et ça engendre tellement de passion. Mais le water polo, le handball, le rugby, ce sont des sports qui
les parents s'entraident, ils vont chercher les enfants à 9h. Enfin, vraiment, il y a ce côté d'entraide, les petits goûter ensemble. Et ensuite, les enfants, ils évoluent ensemble. En fait, ils apprennent à se dire les choses. Aujourd'hui, il y a moins ce côté aussi au niveau. Ils font plus attention à la santé mentale aussi des athlètes dès on arrive à l'adolescence. Et même jeunes, ouais, voilà, c'est d'accord. Okay. Qui est super important, là, parce que justement, quand on parle de double projet de reconversion, d'avoir un parcours scolaire, il n'y a pas beaucoup de parents justement qui arrivent à vraiment dire si tu fais ça bien, tu auras aussi une récompense au niveau sportif, d'arriver à un moment où on te dit c'est où ça ou ça. Voilà, c'est des parents qui interdisent leurs enfants leur passion parce qu'ils ont des mauvais résultats scolaires. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon, mais c'est aussi au niveau scolaire peut-être de permettre aux enfants d'avoir plus d'activités, on va dire, et de s'épanouir aussi en tant que personne hors scolaire aussi, ouais, je pense. On a le temps de s'engager dans de multiples choses à côté. Je pense justement aux enfants, aller leur donner, alors pas des cours, mais aller les voir dans les écoles, peut-être d'autres personnes que l'on peut aider, parce qu'on a un nom, parce qu'on représente une ville, parce qu'on représente un sport. Est-ce qu'on trouve le temps? Et puis après d'ailleurs, dans la reconversion, est-ce que cette fibre-là, on la garde? On prend le temps. On prend le temps déjà pour faire connaître notre sport, pour faire connaître notre club aussi, le Cercle des nageurs de Marseille, parce que c'est important aussi moi, je suis arrivé là-bas, voilà, j'étais un enfant du centre-ville. C'est un club dit select, fermé, et que la perception que les gens ont de cet endroit, en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, voilà, donc moi je suis un petit métis du centre-ville, je rentre dans le cercle des nageurs et j'ai fait toute ma carrière et c'est eux qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. On y fait des rencontres d'ailleurs, parce qu'il y a tous les patrons qui sont. Hein. Bien sûr, en fait il y a de tout, tous les styles de personnes, vraiment ça c'est la richesse de ce club-là. Et donc de pouvoir déjà promouvoir notre club, et ensuite, notre sport, le water-polo et la natation aussi, auprès des jeunes enfants. Mais le côté social, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la sécurité, c'est vraiment ça, et ensuite, au niveau environnemental, on a des actions aussi, justement pour protéger le littoral, nettoyer la plage des Catalans, parce que c'est celle qui est le plus proche du cercle. D'avoir aussi, parce qu'on joue souvent l'été, nous, dans la mer, on installe ce terrain de beach water polo qui est pour nous, c'est le jeu absolu, quoi, parce que c'est là où est né le water polo, en fait, en réalité, dans la mer. Et justement, voilà, pour réserver cet espace-là, pour que, je l'espère, on retrouve, comme dans les pays Balkans, des terrains de water polo tout le long de la côte et que ça soit le sport populaire pour les Marseillais aussi. Ouais. À la mer, quoi. Dans la mer, oui, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a conscience, alors peut-être pas quand on est tous les jours dans une piscine où du coup on y a accès, mais il y a un vraiment flagrante piscine à Marseille. On sait qu'il y a même un programme piscine qui va se mettre en œuvre sur cette thématique-là, parce que justement il y a des lacunes aussi sur la natation à Marseille, alors qu'on est au bord de la mer, mais la mobilité à Marseille n'est pas forcément si simple pour accéder à l'eau. Est-ce que toi, quand tu es dans les classes et tout, tu rencontres ça justement des enfants qui habitent peut-être vraiment pas loin de la mer, mais qui nagent pas en réalité très souvent ou ne comptent jamais nager parce que justement ils n'ont pas accès à ces dispositifs que sont les piscines municipales, quoi. Il manque de tissu associatif justement qui se concentre sur cette problématique-là, que ce soit l'apprendre à nager, savoir nager et d'utiliser notre littoral comme champ de jeu et d'expression sportive. Mais je pense à l'association Marseille Capitale de la Mer qui est en train de faire des actions exceptionnelles, que ce soit environnementales, sportives. Une autre qui est dans le 15e, justement, qui est un quartier qui est mal desservi pour accéder à la mer, justement, qui est l'association du Grand Bleu, voilà, qui œuvre beaucoup, justement, aussi pour former, justement, des personnes qui sont pour apprendre à nager, pour surveiller. BNSSA, Et donc, moi, le message que j'aurais, c'est vraiment d'utiliser la mer comme terrain de jeu. Mais avant d'arriver à ce step-là, il faudrait justement avoir cette sécurité-là et des endroits qui soient aménagés pour les jeunes Marseillais. Ouais. C'est un message en tant que maintenant olympien, champion olympique déjà.
c'est quelque chose qui te permet de porter des messages comme ça plus forts peut-être que si tu étais simplement à essayer de les porter indépendamment? Je ne sais pas si j'ai la voix assez forte mais en fait, je pense que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité en tant qu'athlète, surtout quand on parle de notre territoire, de l'endroit qui nous a fait grandir et évoluer, d'avoir cette notion d'héritage. Déjà dans la performance, ça c'est le numéro 1, c'est de laisser une trace dans notre sport et dans le sport français, d'avoir une ligne avec ton nom ou d'avoir marqué l'histoire de ton sport. Mais ensuite, il faut avoir aussi conscience du monde dans lequel tu vis et de pouvoir donner à d'autres enfants la chance de vivre les émotions et de les partager avec ses proches, et justement à travers le sport. Je ne dis pas que tout le monde sera un jour aux Jeux Olympiques, mais je le souhaite au maximum de Marseillais, vraiment. Et je pense que c'est un des moyens pour le faire, c'est vraiment d'utiliser notre littoral. Vraiment, Ouais, il est là, c'est un espace naturel qui est là, quoi qu'il arrive. C'est là où, moi, personnellement, j'ai appris à nager, ce qui m'a donné le goût de la natation. Et ensuite, c'est là où j'ai accédé à mon sport, le water-polo. Et donc ça, pour moi, c'est ma première piscine et ça le restera. Et c'est la première piscine de mes enfants aussi. Un mot juste sur les Jeux Olympiques, ce village olympique. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les waterpolistes vont monter à Paris pour nager, dans les piscines qui ont été faites juste à côté pour ça. C'est vraiment une bulle, c'est un endroit particulier. Oui, c'est un endroit particulier, le village olympique. Et en fait, les Jeux Olympiques, ça se dispute sur 15 jours, mais il y a beaucoup de sports qui font un jour. Et ensuite, ça se termine et il reste 14 jours à faire la fête, en fait. Ils sont là-bas. Donc c'est 80%, et il y a 80% des... Ouais, mais Et en fait, pour les sports comme le handball, les sports collectifs handball, volley, water-polo, nous, on commence le jour 1, on a un match, un jour de repos. Un match, un jour de repos jusqu'à la fin, jusqu'à la finale ou jusqu'au... Et donc ça, il y a un décalage, c'est vrai. La première semaine, il y a un enthousiasme. Et plus le village se vide un peu, et plus tu sens quand même que c'est un peu tristouné, quoi. Mais, toujours les mêmes qui bossent. Ouais, c'est toujours les mêmes qui bossent. Les autres, ils ont fait leurs 7 jours de fête, quoi. Ouais, en fait, il y en a qui font une compétition déjà. Il y en a pour eux, leur médaille d'or, c'est d'arriver aux Jeux Olympiques. Et ils sont déjà heureux, ils sont déjà dans un esprit particulier quand ils arrivent au village olympique. 85% des athlètes ceux qui savent qui n'y vont pas, c'est pas des médaillables, et donc, mais c'est la magie des Jeux Olympiques, c'est d'aller chercher ton plat de pâtes et de te retourner, d'avoir Usain Bolt, c'est ce qui m'est arrivé à Rio, de partir prendre ton bus, tu as Nadal et Tony Parker, enfin voilà, ça c'est des moments magiques des Jeux Olympiques. Non mais ce qui est arrivé à Usain Bolt, c'est de se retourner et de te voir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, justement. Ouais. Mais non, mais c'est très intéressant. Est-ce que justement, les autres sportifs, notamment les très connus, vous reconnaissent et même créent un lien avec vous parce que vous êtes dans un sport qu'ils ne connaissent pas forcément, mais qui peut les faire rêver aussi? Alors, on va dire qu'on enlève les joueurs de la NBA. Vraiment, c'est eux, ils se louent des bateaux en dehors du village parce que, après, je comprends la demande, elle est exceptionnelle. Mais par contre, tous les autres, il y a un intérêt. Mais c'est surtout, en fait, au niveau national. Les équipes de France, il y a le Club France, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même immeuble. Et il y a dès qu'il y a quelqu'un qui revient avec la médaille, c'est ouais, super, même si c'est un sport que tu as peut-être regardé 2 fois sur Eurosport. Mais il y a ce sentiment d'appartenance, justement. Je sais que ça se passe comme ça dans toutes les nations. Tu as les Africains du Sud, dès qu'il y a une médaille, ils font une haie d'honneur, ils chantent leur chant. Enfin, je veux dire, c'est des moments magnifiques, même à vivre de l'extérieur. Il y a on va dire, il n'y a pas de concurrence entre les athlètes du même pays. Il y a vraiment cet engouement. Il y a des athlètes qui viennent te voir au match. Les handballeurs, nous, on a une superbe relation avec eux. Justement, moi, avec Nicolas Karabatic, que je voyais, qui est super intéressé parce qu'il a joué à Montpellier. Lui, il y avait une équipe de water-polo. Donc, il y a ces rapprochements aussi, surtout sur les sports collectifs où on vit la même chose. Après, Nicolas Karabatic, c'est 3 médailles d'or olympiques et 4 même, de 3 or et une argent. Et donc, d'avoir cette relation avec un des plus grands sportifs français, c'est exceptionnel. Voilà. Non, c'est excellent. L'olympisme, ça porte quand même des valeurs, là aussi, pas que le sport, mais il y a d'autres valeurs. Cette ouverture, ce partage, etc. etc. C'est quelque chose pour les Marseillais, qui se retranscrit bien normalement dans l'histoire de ce territoire-là. Tu as ce sentiment que toi, tu vas pouvoir monter à Paris avec ou en tout cas, est-ce que toi, en tant que Marseillais,
tu portes autre chose dans une équipe, ou d'autres valeurs liées à ton territoire d'origine, ou non, c'est vraiment les valeurs du sport On va dire que dans l'équipe, déjà, la moitié de l'équipe est marseillaise, parce que le Cerf des Nageurs, c'est vraiment... C'est l'ossature. C'est un centre formateur depuis des années, et c'est là où vraiment il y a 40 titres de champion de France, donc c'est exceptionnel. Il y a des joueurs étrangers, mais justement, ils sont là pour apporter de la valeur à notre équipe. Mais c'est vrai que l'ossature, ça reste l'équipe de France, c'est le plus important. Et ça fait grandir aussi les performances de l'équipe de France. Nous, on va porter notre côté marseillais dans l'équipe de France. On va brancher. On va apporter ce côté un peu méridional, blagueur, brancheur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui viennent de Paris, de l'INSEP. Donc c'est très parisien, c'est très... un peu coincé, oui. C'est un peu pas coincé, mais c'est vrai que ça reste quand même une autre approche de la performance et de la façon de le montrer. Nous, j'ai l'impression, la sensation, c'est qu'on se prend moins la tête. On est là vraiment pour performer. Et quand il faut aller se battre, on se bat. Et c'est vrai que d'avoir cet équilibre en équipe de France, c'est important aussi pour l'image de la France, parce que, ouais, comme tu dis, on représente Marseille. Ouais. Ouais, top. Mickaël, j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Je voulais vraiment te recevoir pour ce message qu'on peut avoir avec les jeunes à Marseille qui peuvent découvrir un autre sport que le foot, justement, et qui ont la capacité d'aller le découvrir juste là, au bord de l'eau. Merci Olivier d'avoir été là. Merci Sylvain, merci aussi. Merci d'avoir tous regardé ce HDQ. Suivez les Jeux Olympiques, encouragez notre équipe de water polo et on se retrouve bientôt sur le prochain.